Salut tout le monde, soyez les bienvenus en ce lundi 30 octobre pour le 8e épisode de la saison 4 d'Overtime. On garde les bonnes habitudes, je suis Pascal Eberhardt et pour cet épisode je suis accompagné de Jean-Philippe Presselwenger. Salut Jean-Philippe. Salut Pascal, bonjour à toutes et à tous. Et dans la régie c'est désormais quasiment sa place, hein. Salut Stéphane Rochette. Salut les garçons, bonjour à tous. Tout va bien, le week-end s'est bien passé. Comme au hockey. Ah oui, deux beaux gros matchs. Ouais. Comme d'habitude aussi, on salue le chat, Simon, Steve, Anto, Mickey, Patrice, Lucas et Georges-Henri qui ont déjà écrit. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, à réagir si vous êtes avec nous sur Facebook. Il est midi, vous avez pris vos habitudes et puis dans l'après-midi, vous retrouverez ces rediffusions en vidéo sur Facebook, sur YouTube, en version audio sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcasts et bien évidemment à 20h sur MySports 1. Et si vous êtes sur MySports 1, n'hésitez pas la semaine prochaine à nous rejoindre à midi si vous avez des questions. On va parler dans l'ordre du classement depuis le bas des clubs romans, Ajoie, Bienne, Lausanne, Genève et Fribourg. Mais on va commencer peut-être par l'actualité la plus chaude, messieurs, à savoir la décision qui est tombée hier. Le tribunal du sport de la Swiss Ice Hockey Federation a confirmé les 4 matchs de suspension contre Laurent Dauphin, rejetant ainsi le recours des Rapperswil-Jona Lakers. Ça fait beaucoup de mots et long à dire. Jean-Philippe, je vais me tourner vers toi puisque tu es à mes côtés. La blague là, elle commence à ne plus être drôle. Non, c'est plus drôle du tout. Mais est-ce qu'on a du contrôle là-dessus ? On n'a pas de contrôle là-dessus. Il faudra vite passer à autre chose parce qu'il y a de quoi s'énerver tous les jours avec ce genre de décision. On savait que 4 matchs, c'était pas assez. Ça faisait quasiment l'unanimité dans la ligue, dans les suiveurs, dans les médias. Et pourtant, on arrive à rester à 4. Alors, est-ce qu'on doit être content que la sanction n'ait pas été réduite à 3 ? En même temps, il a déjà purgé ses 4 matchs. Donc, ça aurait été compliqué de lui en redonner un quelque part. Mais je pense que voilà, rien ne change et puis ça va pas vers le beau. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais dire des mots que je vais regretter, je crois. Stéphane, Simon nous dit le précédent aurait été énorme, donc logique qu'il confirme la décision initiale. Logique, non, incompréhensible surtout. Finalement, j'ai l'impression de perdre mon temps depuis 6 ans à commenter des trucs incompréhensibles, à chercher la ligne, à chercher la constance, à chercher la logique. Encore une fois, c'est encore un truc qui ne fait pas de sens. Puis que le tribunal, en deuxième instance, que d'autres personnes disent « vous avez raison », ça va être probablement les seuls en Suisse. Les membres du tribunal, ça va être probablement les seuls en Suisse qui étaient d'accord avec la décision. Ça a tombé là-dessus. C'est un drôle de hasard quand même. Je pense s'il avait fait un sondage auprès du grand public qui suit le hockey, je pense qu'à 99,9, ça aurait été pour une suspension plus élevée. Mais probablement les seuls gars qui étaient d'accord avec eux, ça a tombé sur un hasard incroyable. Qu'est-ce qu'on sait? Honnêtement, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire tellement c'est stupide, tellement c'est incompréhensible, comment ça n'a aucune logique. On avait l'occasion de donner encore une sanction exemplaire. Même à 10 matchs, je n'aurais même pas été surpris. Il y a tout qui était. Tout. Puis dans le tribunal, laisse supputer que peut-être, moi, il y a une part de responsabilité. Bon. La prochaine fois, ne va pas chercher le puck, laisse passer le gars, puis c'est plus simple, parce que sinon, à chaque fois que tu vas chercher le puck, puis que tu dis, oh, il arrive, je me tourne comme ça, je me penche, je fais le reverse check, etc., c'est un peu de ma faute. Voilà, je sais plus quoi dire, sérieusement, c'est d'un ridicule. Heureusement que le ridicule ne tue pas, parce qu'il y a eu quelques mots hier dans la journée. Il y avait Kylian qui posait une question, est-ce qu'ils peuvent revenir en arrière ? Je crois que tu y as déjà un peu répondu. Non, il a déjà purgé ses 4 matchs, c'est réglé. Voilà. Non, faut passer là-dessus, faire un petit check et puis avancer parce que voilà, il y a une belle saison qui continue et qui nous attend. Oui, c'est ça. Donc, encore une fois, voilà, ça fera partie des trucs à oublier puis à dire, bon, c'est l'exception qui va confirmer la règle. Parce qu'ils étaient bien partis avec les suspensions contre Jelena, et ce qu'on avait donné, là, le 2 matchs pour le cross-check aussi. Ça fait du sens. Pour moi, ça fait du sens, sauf celle-là. Voilà. La seule chose là où on explique, les gens voient ça, que c'était une attaque contre la nuque et la tête. Et puis, finalement, on dit, ouais, c'est peut-être le haut de les épaules. Du coup, ça redescend un petit peu dans l'intensité de la catégorie. Et puis, il s'en sort avec ça. Mais
Le truc, c'est que Simoy, il a des échines dans la nuque, ou des bouts de crosse dans la nuque. Ça va. S'il était resté par terre, on ne sait pas ce qui se serait passé. Il s'est relevé tout de suite. Tu vois, c'est clair. Justement, c'est ce que j'allais dire. Justement, c'est la conséquence. Tu parles des écharpes dans la nuque. S'il était resté allongé, on va pas lui souhaiter quelque chose aussi grave que ce qui s'est passé du côté de Nottingham ce week-end avec le décès d'Adam Johnson qui s'est fait couper la gorge par un patin. C'était quoi la sanction? C'était suspension à vie pour Laurent Dauphin. Donc on serait tombé dans l'autre illogisme. Et là, rappelez-vous les gars, les 2 dernières grosses sanctions qu'on a eues, c'est Herzog. Vous allez me dire autre saison, autre réalité, mais ça reste quand même la même ligue. Les mêmes joueurs. La charge de Riyad contre Riva. Riva a commotionné, épouvantable. Il nous sort un 6-7 matchs. Et puis Herzog contre Bloom, le coup de grâce, Bloom fin de carrière. C'était pas proche dans la bande, hein. C'était un peu différent, Herzog. C'est un open ice, mais pour moi, Herzog n'est même pas proche. Mais tu peux rappeler, par contre, Steph, tu peux rappeler Martinson qui s'était fait déglinguer par le Davoisien Marc Vizère, là. C'était un peu la même chose, là. Exact. Donc, voilà, incompréhensible. Ma foi, il faut passer à d'autres choses, là, parce on discute dans le vide. C'est on va faire ça. Une fois, les gens, ils nous disent vous avez quelque chose contre Ambry, toujours la même chose. Non, pas quelque chose contre Ambry. Non, là, on a quelque chose contre la décision. C'est pas Dauphin. Dauphin, il a fait un geste stupide, il doit assumer. C'est pas parce que c'est Dauphin ou un autre. On ne veut pas Dauphin. Il le sait, il s'est excusé. Sérieusement, moi, je pense qu'Ambry doit dire tant mieux. On va s'en tirer bien sur ce coup-là. Et puis voilà. Donc, mais peut-être ce qui a influencé le tribunal du sport, c'est le fait qu'au départ, Rapi avait accepté le jugement. Et puis après, on en fait recours. Ça, c'était un peu bizarre. Je pense que c'est la Vox Populi qui a mis de la pression sur le club en disant vous devez faire recours. On va le faire. Et puis peut-être que ça a influencé. J'ose pas penser. J'ose pas penser que c'est ça. On n'espère pas. Bon, on va clore définitivement peut-être ce chapitre Laurent Dauphin. Qui reviendra peut-être sur la table s'il y a un autre geste une autre fois, mais de notre côté, voilà. C'est sûr qu'on va s'en servir comme base de comparaison. Hein. Ça, c'est sûr. On va plus y revenir, puis on va enchaîner avec les clubs romans. On va remonter le classement, comme je l'ai dit tout à l'heure. On commence avec le HC Ajoie. Et Zajoulo qui nous ont un petit peu surpris samedi soir en annonçant durant la soirée de hockey sur glace, alors qu'eux étaient au repos, qu'ils ont signé un attaquant suédois, un ailier, Dimitrov Timashov, joueur né en Ukraine, qui est revenu il y a de cela un peu plus d'1 an et demi d'Amérique du Nord pour jouer en Suède avec Brynäs. Ça s'est mal passé avec Brynäs au niveau du club, puisque le club a été relégué au terme de la saison 2022-2023. Et depuis cette relégation, il était sans contrat. À noter qu'il a joué 2 saisons en LHJMQ avec Québec et Shawinigan, et qu'il a également évolué 3 saisons du côté des Toronto Marlies en AHL avec un certain Frédéric Gauthier. Stéphane, ce joueur, on ne le connaît pas tellement. Il a quelques matchs internationaux avec la Suède. Qu'est-ce que ça va amener du côté du HCA? On avait dit le problème à jouer depuis le début de l'année était identifié parmi les faiblesses de l'équipe. La plus criante, c'était le côté offensif. On n'arrive pas à marquer de but. Les étrangers n'arrivent pas, à part Hazen, à produire de façon régulière, etc. Donc, la seule solution qu'ils avaient, c'était d'aller chercher un joueur étranger à caractère offensif. On était chercher un ailier qui, semble-t-il, pourrait amener cette touche d'offensive. En tout cas, ne pourra pas faire pire que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, je pense que c'est une bonne décision. Je pense que Julien Vauclair a dû faire un paquet de téléphone pour tomber sur ce gars-là. Profil assez intéressant. Un gars qui a beaucoup voyagé. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'il réussisse à amener un certain déclic offensif ou que le coach trouve avec lui, qu'il le mette avec 2 joueurs et qu'il y a une ligne qui arrive à produire de façon régulière. Elle n'a pas trouvé la combinaison qui permet à l'équipe de produire de façon régulière. Là, il y a le fameux tournus des étrangers que Volven nous vend. Un peu de peine avec ça. Je pense qu'il cherche beaucoup plus des solutions qu'il pense à son tournus, parce que le tournus, en général, tu fais un tournus quand ça va bien. Tu fais un tournus, mais quand ça va mal, tu dois aller au plus pressant, tu dois trouver des solutions. Et je pense que, honnêtement, c'est une très bonne nouvelle. La seule chose qui me fait tiquer, qui m'a surpris là-dedans, et là, je ne vais pas sur le fond, parce que sur le fond, c'est bien. Sur la forme, on annonce ça samedi soir, alors qu'Ajoie ne joue pas, que toutes les autres équipes sont en train de jouer. On sort un communiqué de presse pour annoncer la signature d'un gars. Les gars, chez vous êtes probablement meilleurs que moi en communication. Vous êtes des spécialistes que je ne suis probablement pas au niveau, en tout cas, voilà, et je ne comprends pas la forme, pourquoi on annonce ça un samedi soir.
Je comprends pas. Eh ben, on dit toujours timing is everything Moi, pour je les me- joueurs. Vas-y, Je sais Jean-Philippe. pas, je me mets à la place du service communication du club à Joulot. Peut-être que ça s'est fait à ce moment-là, puis qu'on voulait pas traîner. Il y avait besoin d'une annonce. On va bien, on a fait des points ce week-end, cette semaine. Là, on est en train de raccrocher le bon wagon. Peu importe si on est samedi, peu importe si on joue ou pas. Allez, maintenant, on continue dans les bonnes nouvelles et puis on envoie ça dès que c'est fait. Ça évite aussi de se faire griller à gauche, à droite par d'autres personnes bien informées. Ah, peut-être. Il y avait beaucoup il y a des gens d'Ajoie qui n'avaient pas aimé notre clip. Le clip de la musique, là, des joueurs qui dansent, qui passent dans les patinoires, puis qu'on voit Frossard à la fin. Hé, on est encore là. Ouais. Ben, c'est un peu ça samedi soir. Ils ne jouaient pas, ils n'étaient pas sur les feux de la rampe. C'était on ne joue pas, mais on est là. Bon, en même temps, moi je me suis un peu posé la question. Stimachov, ok, nous on le connaît pas bien, mais je me suis un peu renseigné, notamment en Suède. Je me dis, mais pourquoi un gars comme ça, qui a été drafté, qui a passé par les Marlies, qui a passé en SHL, se retrouve tout d'un coup sans contrat? Alors la réponse, elle est double. Premièrement, il était avec Brynäs avec un contrat SHL. Ils ont coulé en Allsvenskan. Du coup, les contrats sont caducs. Il a dû se retrouver quelque chose. Il était en discussion avec plusieurs clubs de SHL, dont Modo. Et Modo était très proche de le signer, mais ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord ni sur le salaire, ni sur les années de contrat. Du coup, il s'est dit, bon, ben, je laisse aller ça. Il a été invité au camp des Highlanders de New York. Ils n'ont pas donné suite. Et du coup, quand on revient d'un camp en SHL, tous les effectifs étaient bouclés. Donc pour lui, la SHL s'était fermée, c'était fini. Il a dû se tourner ailleurs. Il a mis un peu de temps pour trouver. C'est pour ça qu'il a trouvé au HC Ajoie. Donc, à voir maintenant ce qu'il peut amener. Il semble que ce soit un gars assez spectaculaire, de 2-3 premiers coups de patin très, très explosifs, qui par contre peine un petit peu à regarder derrière lui quand le puck est perdu. Ben enfin, on verra. Peut-être que Christian Volven est un magicien. Avec la rondelle que sans la rondelle. Disons qu'il patine plus volontiers vers le but adverse que vers l'autre. Mais donc peut-être il est bon que dans un sens. Dans la patinoire. On va dire il est en tout cas très bon dans un sens. Et puis peut-être que la magie de Christian Volven fera qu'il sera bon dans les deux sens. Mais s'il était parfait, il ne serait pas libre à ce moment-là. Je pense, voilà, c'est ça. Exactement. Peut-être que les Highlanders auraient fait quelque chose avec lui et puis c'est pas le cas. Mais c'est écoute, ultimement, je pense que c'est une bonne nouvelle. Ça prenait ça, ils ont bougé. Bonne décision, attendre de voir ce que ça donne. On ne va pas lui demander non plus de révolutionner Ajoie, mais disons est-ce qu'on peut dire qu'à Ajoie, on s'ennuyait un peu depuis le début de l'année dans les gradins, pas beaucoup de buts, des matchs un peu frustrants. J'ai même entendu dire des gens sur notre plateau qui s'embêtaient. Hein. J'ai même entendu des gens sur notre plateau dire que c'était un petit peu difficile. Là. Oui, bien sûr. Oui, j'avoue, j'étais de ceux-là qui disaient on s'embête un peu quand même. Les matchs de la CA Joie cette année, ça manque un peu de piquant, de piment, appelez ça comme vous voulez. Peut-être que ce joueur-là pourrait nous amener un petit peu plus d'étincelles. Pascal, il a 2 mois pour faire ses preuves. Absolument. Et le club a l'option pour le prolonger si jamais. Donc si ça se passe bien, il risque de rester. C'est un peu comme un certain Yonal Woto à Berne où le club a l'option pour le prolonger, ce qui n'était pas le cas d'Apala du côté de Genève où le contrat était à renégocier après coup. D'accord. À lui de tout montrer. C'est une grande différence. Oui, c'est une grande différence. À lui de montrer qu'il a sa place en National League. Il a quand même joué dans des bons clubs. Et Brynäs, même si Brynäs a coulé, il y avait quand même des très bons joueurs. Il a pu côtoyer des joueurs qui ont notamment joué dans le championnat de Suisse, à l'exemple d'un Anton Rodin, qui a quand même passé de bonnes années à Davos, qui est toujours le capitaine d'ailleurs de Brynäs, lui est resté. À voir. On a plusieurs questions sur. Il s'était cassé la jambe, je crois même. Oui, c'était cassé la jambe. Il n'a pas forcément gardé un bon souvenir du championnat suisse, mais il a joué en Suisse. On a une question de Joris qui nous dit. On le met avec qui? Hazen de Vos ou sur la deuxième ligne? Est-ce que Hazen de Vos, c'est toujours le duo qui marche? Parce que là. Bonne question. Moi, il faut le mettre avec Hazen. Hazen est l'étranger. Moi, je n'ai pas détesté Odette au centre. Je trouve qu'Odette est quand même remuant. Moi, je ferais une ligne éventuellement. De Vos, il est un petit peu en dessous, manque de vitesse, etc. Un petit manque de confiance, même si c'est ton capitaine et c'est un joueur que tu adores. Moi, je ferais une ligne avec Odette, Hazen et puis le nouvel étranger, ça pourrait être intéressant. C'est Patrice qui nous propose également ça dans le chat. Hazen, Odette, ça peut aller vite. Jean-Philippe, toi, tu le mettrais où?
Ouais, sur Tu suis Stéphane et Patrice ou... Le seul truc, c'est qu'il faut que, si lui c'est un rapide, si tu mets un rapide d'un côté, un rapide de l'autre, il faut que le centre y suive. Et puis, Donc, pas Gauthier. pas Gauthier, Non. peut-être Non. peut-être pas De Vos, en tout cas pas maintenant. Le De Vos d'il y a 2-3 ans peut-être, mais on reste. Ouais. J'aime pas trop qu'on mette trop en avant le manque de vitesse de Vos parce qu'il n'était pas non plus hyper rapide les autres années. Et puis il fait tellement d'autres choses intéressantes pour le coach et pour l'équipe que ça reste un joueur. Ouais, tu peux un peu l'utiliser peut-être différemment, mais il reste dans le mix complètement. C'est pas à lui d'office qui devrait être dans les tribunes, quoi. C'est ça. Je veux juste pas qu'on croit ça. Et tant que tu as un centre qui arrive à suivre, c'est bon. Je pense que ça va aller. À voir. J'ai pas dit. Peut-être avec Frossard et Asselin à la place de Gauthier, puis Gauthier dans un rôle plus défensif, Asselin, t'as un peu l'impression qu'Asselin, il a aussi ce même background que Timashov. Enfin, on le présente un peu comme ça, buteur, offensif, etc. Timashov est gaucher. Ouais. Je sais pas si c'est un peu comme quand on avait à Fribourg deux snipers sur la même ligne. Enfin, en tout cas, pas au même niveau, mais il y avait Sørensen d'un côté et puis Motet de l'autre. Et puis, ils se mangeaient les pucks, ça collait pas terrible. Et puis là, dès qu'il y a Marchand avec un profil un poil plus défensif, ça fonctionne. Donc je me dis, est-ce qu'on veut vraiment mettre deux joueurs hyper attirés par le but sur la même ligne? Alors, ouais, ça mettrait aussi beaucoup de pression sur le joueur de centre dans ce cas de cette association. Voilà. Ça serait intéressant de savoir s'il parle français, le garçon. Il a joué 3 ans au Québec. Donc, à Québec et Shawinigan, des milieux vraiment francophones. Donc, on verra si on pourra l'interviewer en français. Ça va être intéressant. Histoire qu'ils puissent aussi parler avec Volven. Ils prennent les cours ensemble. Ouais. On va en rester là sur le... On peut quand même juste dire qu'ils ont fait des points et puis qu'ils raccrochent le bon wagon. Parce que là, on a parlé du nouvel arrivé, mais voilà, ils ont battu Davos, ils ont fait des points contre Bienne et contre Lugano. Il y a un petit peu mieux. On dit souvent, quand ça va pas, on le dit. Là, ça va mieux, on le dit aussi. Ils ont eu 2 matchs, ils ont fait 2 points cette semaine, plus les 3 points de samedi d'avant. Voilà. Ils sont revenus très proches de Cloton, mais Cloton a fait des points ce week-end. Et ils jouent Cloton, prochain match à domicile. Match à 6 points. On l'a vu, je l'ai vu dans le chat passer. Ma prochain match contre Cloton, match à 6 points. Stéphane, il les adore, les matchs à 6 points. Oui, avec ça. C'est très bien. Moi, je disais, on passe au HC Bienne. Un HC Bienne qui ressemble plus au HC Infirmerie, comme on dit de temps en temps, avec 6 joueurs suisses actuellement blessés, auxquels il faut rajouter Eponimi et Le. Rayala était malade encore samedi lors du déplacement à Davos. Le coach a laissé s'atterrir à domicile pour faire jouer Van Pottelberg. Il y a plusieurs jeunes qui ont été rappelés, hein, Reinhardt, Berchi, qui ont maintenant plus de responsabilités. Mais malgré tout, il a fallu faire appel à Jérôme Bachhoffner des ZSC Lions, enfin des GTSC Lions cette saison plutôt, pour combler les trous. 4 matchs à disposition du club. Ça commence à faire beaucoup, hein, comme on dirait certains sur ouais, ça fait beaucoup. Puis tu as oublié deux trucs qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. C'est un, Noah Delémont avec les cheveux courts. Et puis 2, Robin Grossman qui joue au centre du deuxième trio d'attaque. Oui, il a même joué au centre du premier trio d'attaque. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de choses là. Puis oui, les jeunes, d'accord, mais fondamentalement, alors là, il y a la poisse absolue au niveau de l'infirmerie, etc. D'accord. Maintenant, en parlant de Bachhoffner, Steph, je sais pas ce que tu en penses, mais quand on se souvient ce qui s'est passé entre Bachhoffner et Van Pottelberg, les deux se retrouvent dans le même vestiaire, ça doit être super pour l'ambiance qui est déjà au top. Je pense que... Tu les assois à côté aussi. Je pense. Tu te mets à côté de lui et puis comme ça, on règle le problème. Effectivement, il avait empêché, il avait vraiment sérieusement blessé Van Pottelberg. C'était un vilain geste, donc ça doit être intéressant. Mais la question qu'on peut se poser là-dessus, encore une fois, c'est le règlement. C'est les clubs qui font les règlements de la Ligue, qu'on prête un gars comme ça pour une courte période, qui pourrait retourner dans un autre club. Enzo Guébet aussi parti à Davos. Donc, c'est rigolo, mais il y a le feu du côté de Bienne. On n'a pas le choix. On est allé au plus pressant. On doit trouver des solutions. On doit remplir ce line-up. Je pense que Bachhoffner est un gars qui connaît cette ligue-là et qui peut remplir un maillot et faire le job sur une courte période. Mais du côté de Bienne, il y a le feu. Il y a le feu un peu partout. Il faut qu'on réagisse. Et puis là, plus on perd, évidemment, on peut dire les défaites s'expliquent. Les défaites s'expliquent quand tu regardes le line-up, sauf que les points qu'ils ne font pas maintenant, il va les manquer à la fin. Plus tu retardes l'échéance, plus ça va être compliqué à rattraper.
Pour revenir sur Barhoffner qui remplit un maillot, il a plus que rempli un maillot quand même. Pour son premier match, il s'est créé presque les meilleures occasions après Olofsson. Notamment, j'en ai deux en tête où il se retrouve seul face à Schliemann. Là, c'était peut-être plutôt un manque de rythme et de confiance, parce qu'il a marqué quand même 2 buts cette saison en Swiss League, mais le fait qu'il ne soit pas dans les papiers de Crawford et depuis le début de la saison, ça n'a pas aidé non plus dans la tête. Et le fait d'être envoyé en Swiss League, peut-être que ça a joué. Il faut qu'il retrouve le rythme de la National League, on va dire, et de se retrouver face à des gardiens de National League. Puis tu parlais de Guébet, c'était assez drôle d'avoir deux coéquipiers qui se retrouvent face à face, parce qu'ils sont prêtés à deux clubs différents qui s'affrontent le même jour. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est très bizarre ce règlement, mais bon, c'est les clubs qui font les règlements, puisque les clubs sont la Ligue. Donc, C'est ça. Donc, c'est les clubs qui font les règlements, mais après, voilà, c'est comme ça, il faut faire avec, mais je pense que c'est une bonne chose pour Bienne, honnêtement, tant mieux pour eux. Et on verra comment on pourra colmater les brèches du côté de Bienne. Puis en plus, samedi soir, il y avait notre ami qui a marqué le but en prolongation vendredi, le top scorer qui était malade. Donc, quand ça va mal, ça va mal. J'ai l'impression, Stéphane, que tu n'écoutes pas ce que je dis, mais bon, je vais pas me vexer pour ça, puisque je l'ai dit qu'il était malade au début de la présentation du HGBN. Pardon, j'ai pas compris. Excuse-moi, ça a coupé. Je ne sais plus qui parlait dans le chat des gens qui veulent finalement partir du HCBN, semblerait être sur le départ. On se souvient qu'en tout début de saison, Steinegger, qui avait beaucoup de contrats à re-signer, avait réussi à re-signer Grossman, qui est quand même une pièce importante du dispositif, avait réussi à re-signer Hofer, qui est encore blessé, si je ne me trompe pas. Il ne revient pas avant la fin de l'année. Et Steinegger se posait la question, je ne sais plus si c'était à notre micro ou à un autre, est-ce que ça va faire boule de neige dans le bon sens, ou alors est-ce que dans l'autre sens, si certains leaders décident de ne pas prolonger à Bienne, en mettant en avant qu'il n'y avait pas un budget infini, à ce moment-là, ça ferait la boule de neige dans l'autre sens. Eh bien, au début, on se disait avec Hofer, ok, c'est bien, Grossman, c'est bien. On se disait, ah tiens, ça va dans le bon sens. Brunner qui disait, je veux attendre, parlez-moi pas de ça avant février. Et puis là, maintenant, on a des rumeurs qui commencent à venir. Joren van Pottelberg qui part à Lugano, Kessler qui partirait à Davos. Et puis Radgeb et Kinsley qui sont vraiment courtisés et qui regardent ouvertement ailleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est pas seulement ce qui se passe sur la glace, mais je pense que là, le choix du coach, c'est vraiment... On a pris un coach... ils n'ont pas eu le choix de changer. Mais on est allé tellement loin de ce que Antti Tormanen était qu'il y a certains qui adhéraient complètement à ce que faisait Tormanen à Bienne, et là, avec Matti Kainen, ça passe pas. Alors la question, le commentaire, c'était Fabrice. Voilà. Par rapport au contrat, de toute façon, on avait prévu d'en parler. Effectivement, je pense que ça pèse. Et Stéphane, tu en as déjà parlé en plateau, que ça doit travailler les joueurs aussi, cette situation de j'ai pas de contrat, on discute, les performances, elles suivent pas, donc le directeur sportif est en mode ouais, mais tu performes pas, donc pour l'instant tu m'as pas donné de raison de te prolonger. C'était quoi, 18 avant le début de la saison? C'était énorme, ouais. Une fois que Grossman avait déjà signé 18, les deux gardiens, il y a 3 défenseurs ou 4 défenseurs qui sont sous contrat. Les étrangers. Tous les étrangers sauf Yakovenko, il y a 3 attaquants qui sont sous contrat pour l'année prochaine. C'est clair que Steinegger doit se faire des cheveux blancs. Il en a assez. Il en a assez, donc ça va aller. Mais voilà, ça doit travailler. Steinegger ça doit le travailler d'avoir autant de contrats à renouveler. Les performances du club doivent le travailler aussi, parce que, comme tu le disais, l'ambiance doit être un petit peu plus lourde. Donc, est-ce que je veux rester dans un club qui, pour l'instant, va pas bien? Le coach est nouveau. Tu disais aussi, il y a eu cette comparaison de Ludovic dans le chat qui disait un coach psychorigide succède à un coach moderne. Je dirais peut-être pas jusque-là, mais il a ses idées, il a son système. Dans chaque situation, c'est prédéfini. On le voit clairement, notamment quand il n'y a pas de pause, de passe possible vers l'avant. Il faut revenir sur les pas, quitte à aller derrière le but. On recommence chaque fois à zéro les sorties de zone. Stéphane, c'est vraiment pas une situation actuellement évidente pour le HCBN. Non, il y a plein de red flags, il y a plein de drapeaux rouges partout. Moi, je pense que j'aime beaucoup Steinegger pour ce qu'il a fait, mais à un moment donné, tu ne peux pas te présenter en début de saison avec 3 quarts de tes contrats qui arrivent en fin d'échéance. C'est hyper risqué.
Et là, Bienne est aussi victime de son succès. Malheureusement, c'est une équipe qui a eu beaucoup de succès sur Tourmanen l'année passée. Ils sont rendus en finale. Ils ont été extraordinaires en play-off. Belle saison, etc. Tout est ouvert du côté de Bienne. Et forcément, les joueurs, quand ils renégocient, les clubs veulent engager des joueurs qui ont gagné, qui ont eu du succès, qui ont été bons dans les bons moments. Donc là, tu as une équipe, un paquet de gars qui sont en fin de contrat, qui ont été bons en play-off l'année passée, qui ont montré qu'il fallait jouer, être performants dans les matchs chauds. Et puis, évidemment, les autres clubs recherchent ça. Et puis, il ne faut pas se le cacher, les clubs, financièrement, tout va bien, les salaires montent gentiment, puis plus il y a de compétition. Donc, les joueurs de Bienne, il y a un paquet de joueurs de Bienne qui sont intéressants, puis il y a des gars qui sont rentrés dans la danse. Donc, en attendant, tu t'exposes à cette surenchère, et puis là, peut-être qu'il se dit, moi, je ne veux pas donner plus, mais à un moment donné, Kunzle, il y a du monde qui vont le vouloir, et puis Radgeb, il y a du monde qui vont le vouloir, et puis Tino Kessler a sorti de sa coquille l'année passée, Ian Alston a téléphoné probablement qu'il veut-tu remonter à Davos, tu connais la maison en plus, etc. Donc, je ne dis pas que c'est de la mauvaise gestion, mais il a joué avec le feu. Steinegger, et puis là, il est en train de se brûler éventuellement. Offert, il a cloisonné Offert, parfait. Mais là, si tu perds Kunzle, Kessler et puis Radgeb, je ne dis pas qu'ils vont les perdre. Mais regardez le line-up l'année prochaine, puis regardez ce qui reste sur le marché. Et là, qui c'est qui a le gros bout du manche? Moi, je suis l'agent de Kunzle aujourd'hui. Je viens d'apprendre que Kessler va probablement partir. Je rappelle, finalement, je t'avais fait un offre à temps, ça va être un peu plus. Parce que tu es coincé, mon champion. Tu sais, quand une négociation, ça prend du levier. Et là, le levier est clairement pour les joueurs parce que il va y avoir de la panique du côté de Bienne. Donc là, on va dire OK, vite, on règle ça parce que je ne veux pas que tu partes parce que là, je vais être coincé. Parce que les étrangers, il y a des étrangers qui n'ont pas de contrat. Ce n'est pas grave, les étrangers, tu peux les remplacer à la dernière minute. Il y a des étrangers sur le marché, etc. Évidemment, tu as des bons étrangers, tu veux les garder. Et c'est les joueurs suisses, ta profondeur au niveau des joueurs suisses. Le marché, il est quasiment presque mort. On est rendu en novembre, les gars. Il n'y a plus beaucoup de monde sur le marché. Les meilleurs ou les joueurs les plus en demande sont pas mal signés. Donc, c'est compliqué, là. On l'a vu avec l'exemple de Marc Marchand qui a été annoncé juste avant le début du championnat. C'est vrai que c'est l'été que les contrats se négocient. C'est même plus jusqu'à la pause de novembre. Exactement. Quand tu annonces un contrat septembre-octobre, c'est que depuis l'été que ça discute. Donc, quand tu dis qu'un gars comme Marc Marchand, avec tout le respect que j'ai pour Marc Marchand, meilleure saison en carrière l'année passée, 22 points, wow! Il se négocie un an d'avance, ce gars-là? Vraiment? On est rendu là. On en est là, ouais. On en est là. On en est là. C'est comme ça. Moi, je me demande quand même si la journée de Mike Kunzle ne s'appelle pas Stéphane R. Parce que vu comme il nous l'a vendu. Possible. Non, mais... Représentant Suisse romande de Mike Kunzle. Non, mais c'est ça, les gars. C'est le levier. Hein. Tu as du levier ou tu n'as pas de levier. C'est comme ça que tu signes des gros contrats. C'est comme ça que tu peux faire monter le prix. C'est la valeur. Si Kessler part, et puis la valeur de Kessler, si Brunner avait le malheur d'annoncer fin de carrière en plus, oh my God. Là, ça vient de monter, le téléphone, avoir sonné encore. Kunzle, finalement, c'est 100 000 de plus. Robin Grossman disait chez nos amis de la Stammtisch que Brunner rendrait sa décision à la pause de février. Ouais. Non, mais ça aussi, excuse-moi. Oui, avec tout le respect que je dois pour Brunner, il peut se le permettre à son âge. Je dis, moi, j'attends, je vais voir ma santé. Sauf que le coach, là, le GM, il doit prévoir. Et Brunner est là, Brunner n'est pas là. Il faut que tu le remplaces, Brunner. Tu le remplaces par qui, là? Si tu attends en février pour remplacer Brunner, tu vas avoir quoi sur le marché, les gars? Ah, on n'a qu'à prendre un étranger. Non, mais les étrangers, ils remplacent déjà les étrangers. Quel joueur suisse pourra remplacer le talent de Brunner? Il n'y en a pas. Je crois qu'un droitier comme ça, avec son expérience, comme ça de tête, libre en plus, j'en vois pas beaucoup. Donc, aussi, encore une fois, donc là, Brunner, son argent est fait, etc., mais pas plus fou qu'un autre. En février, si Kunzle est parti, Kessler est parti, lui, il va se dire à son agent, on ne prendra pas moins d'argent qu'avant, là, parce qu'ils ont besoin de moi. Hein. Donc, il va laisser venir Steinegger, il va le tourmenter, etc. Il va le payer plus cher. Quelque part, moi, je pense que c'est une gestion, je dirais pas, c'est une gestion à haut risque, à très haut risque. On considère le marché comme il est maintenant, là. Wow. C'est très risqué ce qu'on a fait à Bienne et puis on est peut-être en train de se brûler, on ne leur souhaite pas évidemment. Et là, on voit pas mal de choses dans le chat parlant du coach. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution, etc. On a le droit de se tromper aussi sur un coach quand on est directeur sportif, mais il ne faut pas s'entêter. Le problème, c'est qu'ils sont signés pour 2 ans. Il a pris Voirie avec.
Et c'est plutôt Voirie qui est l'homme sur la glace et qui donne les entraînements. Et puis Matikainen qui est le motivateur, un petit peu dans le parallèle avec l'équipe de Suisse, un Patrick Fischer et puis un Tommy Albelin. À quel moment tu te dis que ça va pas, que ça va vraiment pas, puis qu'il faut changer? C'est quoi la limite? Dylan nous disait vivement la pause de novembre pour le HCBN. Alors on est qu'en novembre, ça c'est peut-être le truc. Ok, tout le monde s'énerve un peu vite. Bah, nous c'est un peu notre rôle de relayer. Non, c'est ça, nous on fait ça. C'est notre job ça. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait comme solution, il nous dit faut augmenter le nombre d'étrangers, vivement qu'on passe à 8. Comme ça on peut remplacer Brunner avec un étranger, Stéphane. Ah, mais au bout d'un moment, non, mais c'est ça. Mais tu parlais de l'entraîneur, l'importance de l'entraîneur aussi pour les joueurs, hein, parce que si tu es dans une équipe et que tu restes un an de contrat puis avec le coach, ça c'est un facteur aussi. Tu dis à ton agent, ouais, mais le coach, là, je fais quoi? Mais évidemment, puis s'il y a un autre coach que tu aimes bien qui est dans un autre club, puis tu dis, hey, tu te souviens avec moi comment tu étais bon avec moi, hein, comment je t'aimais, comment je te faisais jouer, regarde, signe, puis c'est comme ça. Tous les facteurs sont importants. Bouckaert, l'exemple, Bouckaert, qui a signé avec Bienne parce qu'il avait joué une saison avec Matikainen et que ça s'était bien passé pour lui. Ça fonctionne souvent comme ça. On tourne la page du HC Bienne et on passe au Lausanne Hockey Club. Lausanne qui a pu craindre le pire avec la blessure de Connor Hughes, mais le staff a fait confiance à Kevin Pache et Kevin Pache l'a bien rendu avec ses 2 très bons matchs, le blanchissage contre Cloton à la Vaudoise Arena vendredi et puis la courte défaite lausannoise à Lugano samedi. Le dilemme maintenant est de savoir qui va garder les buts lors des prochains matchs, Jean-Philippe. Si je le savais, j'appellerais le coach puis je lui dirais, mais je pense que ils vont tous se mettre autour de la table. Ce ne sera pas Connor Hughes. Voilà, ça on est sûr. Et puis ensuite... par élimination, pas Connor Hughes. Pas Connor Hughes. Puis après, on prend qui? On prend un gardien à qui tu as tellement fait confiance que tu as donné un contrat jusqu'en 2027? Ou bien est-ce on continue la main chaude et puis on garde Kevin Pache dans les buts? À mon sens, à 20 ans, il a enchaîné ces 2 matchs. Un blanchissage et puis un bon match à Lugano. Laissons-le souffler, mettons Pounenos, parce que sinon, j'ai un peu l'impression que, déjà, au fameux match perdu à Ambry, il avait pris un sacré coup sur la tête, parce qu'on lui avait un peu, quelque part, c'est pas tout à fait juste, mais tout mis sur le dos, et depuis là, ça a été catastrophique. Et si tu veux pas le perdre pour la saison, à mon avis, il faut quand même trouver un moyen je veux dire, il est quand même international letton, il a sorti des trucs, il a tenu Langnau combien de temps dans le classement en faisant des performances. On disait toujours, mais si ce gars-là, il était dans un club avec des moyens, ce serait un sacré gardien. C'est le moment qu'il le montre, ça. Moi, j'y crois. Je veux dire, je pense que c'est forcément mental, parce que les qualités, il doit les avoir, sinon il n'aurait pas ça. Ou bien alors son agent, c'est Gandalf, quoi. Alors, juste avant que Stéphane parle, Olivier et un autre Stéphane m'ont corrigé dans le chat, j'ai dit courte défaite, c'était courte victoire à Lugano de Lausanne. On va quand même corriger cette petite erreur, pardon. Stéphane. Oui, dis-moi, c'était quoi la question? Excuse-moi, ça a coupé encore une fois, j'ai des problèmes de son. C'était quoi la question? On était sur Pounenovs. Pounenovs, c'est qui? C'est le gardien de Lausanne, ça. Mais, non, moi, je sais pas. Moi, j'irais avec Pache. Moi, je pense que Pache a la main chaude. Je comprends que Pounenovs pourrait mal le prendre. Moi, je donnerais peut-être le match de jeudi à Pounenovs. Parce que Pounenovs contre Ambry la dernière fois, ça va peut-être amener des mauvais souvenirs. Mauvais match là-bas, c'est un peu ça qui avait fait basculer la bonne tendance de Lausanne. Moi, j'y reviendrai avec Pache. Par contre, le danger avec Pache, c'est que là, il s'est présenté là vendredi. On dit tu goals ce soir, tu goals demain. Il n'y a pas le temps de réfléchir, puis vas-y à l'instinct. Là, peut-être qu'il y a eu le temps de digérer ça et revenir, et peut-être que se mettre un peu plus de pression, c'est le risque. Il joue 3 matchs cette semaine. Mardi, jeudi, samedi. Samedi, c'est à Zurich, compliqué. Moi, j'irai avec Pache le premier match, probablement le deuxième match avec Pounenovs. Et puis, si Pache fait un blanchissage mardi ou est transcendant, pourquoi pas retourner avec lui, profiter? Parce que Lausanne ne peut pas. Tu sais, le tournus, là, Lausanne, il a besoin de points. Oui, ils sont dans le mix, sont là où on les attend entre la 5 et la 10. Voilà. Mais les points, cette semaine, mardi, jeudi, 2 matchs à la maison contre Ambry et Davos, deux adversaires à peu près comme eux. C'est des must-win. C'est des points que tu dois aller chercher parce qu'on s'entend que samedi, là, je ne pense pas que l'entraîneur a prévu une victoire à 3 points facile samedi à Zurich. Donc, ces 2 matchs-là à la maison sont primordiaux.
Moi, j'irais avec Pache. Ce que j'ai vu ce week-end, c'est le gardien que je connais, talentueux, etc., fringant, qui challenge les tirs, etc. Puis je jouerais aussi sur le fait que les équipes ne le connaissent pas. Ouais, ça, Tu c'est ne connais juste. pas un jeune, c'est plus. Voilà, ils ne connaissent pas. Vas-y, la chance du moment. Pousse ta chance avec lui le plus possible jusqu'à temps que ça s'arrête. Il y a quand même Martini qui fait la tête, du coup. Oui, forcément, mais j'aime bien ta réflexion, Stéphane, d'y aller avec la main chaude. Et je pense que c'est ce qu'ils ont fait pour Lugano. Il y avait certainement un plan pour le week-end de dire bon, bah, on met Pache contre Cloton parce que c'est l'équipe la plus faible du week-end. Ça va lui permettre d'entrer, de prendre ses marques en National League. Et puis d'envoyer Pounenovs à Lugano. Mais comme il a fait un blanchissage et qu'il a fait un très bon match avec l'équipe qui s'est soudée autour de lui, forcément, on joue la main chaude. Ça a finalement bien tourné quand même pour le Lausanne Hockey Club. Donc effectivement, j'irai aussi avec Pache mardi. Et puis renvoyer Pounenovs, entre guillemets, devant le filet pour le match de jeudi, histoire de pouvoir souffler aussi, puis prendre la décision après le match de jeudi, donc vendredi pour le gardien qui va garder les filets samedi. Ouais, puis samedi c'est à Zurich, hein. Oui, c'est pas donc là est-ce que t'envoies un gars de 20 ans qui a 4 matchs de National League contre l'Armada zurichoise? Je sais pas. Voyons voir ce qui se passe contre Ambry, contre Davos, et puis c'est ça. En général, les responsables des gardiens, Cristobal lui est en tête, sont beaucoup mieux informés que nous, et c'est logique. Ils ont plus d'informations. Et on va plutôt leur faire confiance dans leur décision. Donc, on va résumer en disant que c'est une très bonne nouvelle. Pache, je le savais talentueux, etc., mais franchement, il a répondu à l'appel ce week-end, et c'est rassurant pour le long terme de Lausanne, à quelque part, en se disant que d'ici 3-4 ans, moi, je me garde. Il a 20 ans, il a été bon, il n'est pas prêt de premier gardien maintenant, on s'entend, mais d'ici 3-4 ans, quand il aura 23-24, comme plusieurs gardiens, il va sortir un peu, là, il va avoir pas être plus prêt pour faire face à la musique. On pourrait avoir un gardien numéro 1 pour des années à Lausanne en Kevin Pache. Je m'emballe un peu, vous allez me dire, là, pour des années, on va s'entendre, mais il a le talent. Le seul souci avec lui, c'est sa petite taille, mais il est tellement bon, tellement réflexe qu'on pourrait imaginer que l'avenir est intéressant au but à Lausanne avec un certain Kevin Pache. Une question de Fabrice qui nous dit: est-ce qu'on pourrait envoyer Pounenovs à Martini quand Lausanne ne joue pas pour qu'il puisse reprendre sa confiance? T'as qui sur le banc après? Non, mais si Lausanne ne joue pas. Ah, si Lausanne ne joue pas. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ça a fonctionné avec Ken Ince. Je me souviens qu'il a été faire quelques matchs à Martini. C'est clair que Martini sans Pache, c'est pas la même chose. Martini, ils font un très bon début de saison. C'est aussi grâce à lui. Puis on a vu d'ailleurs, quand il n'était pas là, ils ont même failli perdre contre Sierre dans le derby à la maison. Donc, il y a eu surtout une pléthore de goals. Ouais, justement. Donc voilà. Mais ça, c'est le jeu. Hein. T'as un compte, il le prête, donc tu sais qu'au bout d'un moment, ça peut revenir. S'il y a une blessure conséquente, c'est ce qui est le cas pour Hughes, qui va être absent plusieurs semaines. Donc non, moi, je pense qu'il ne faut pas faire ça avec Pounenovs. C'est déjà compliqué, je ne suis pas sûr que ça l'aide. Moi, je pense que ça y enlève réfléchir un peu à cette de solution au moment où Hughes revient, de savoir quel gardien tu gardes avec Hughes, Pounenovs, Pache. Moi, je renverrais Pache quand même en Swiss League pour lui permettre d'acquérir de l'expérience, et puis garder Pounenovs son numéro 2 derrière Hughes. Stéphane, je t'ai interrompu. Ouais, je pense aussi que Pache va éventuellement retourner en Swiss League pour avoir beaucoup, beaucoup de minutes, parce que si tu le gardes en haut pour jouer une fois tous les 4 matchs, quand Hughes sera là, je pense que Hughes s'est imposé comme numéro 1. Le garder là, oui, la qualité des entraînements est probablement meilleure, la qualité des shoots contre lui est probablement meilleure, et ça, tu peux le rappeler de temps en temps pour s'entraîner. Moi, je pense que c'est important à son âge qu'il joue, qu'il voit des pucks qui sont en situation de match, et je pense que lorsque Hughes reviendra éventuellement, moi, je pense que le retour à Martini, c'est pas de mauvaise nouvelle pour lui. On sait que les gardiens, c'est beaucoup plus tard, hein? Ça se développe plus tard. Moi, je pense que tout est très positif pour Kevin Pache actuellement. Il faut qu'il profite de ce moment-là, puis qu'il continue ça va l'encourager aussi, parce que s'il sait qu'il peut jouer dans cette ligue-là en haut, puis le club sait qu'il peut jouer dans cette ligue-là à terme, c'est que du bonus, quoi. Et ben voilà, pour le Lausanne Hockey Club, on reste au bord du Léman, on gagne un rang au classement et on s'intéresse au Genève Servette Hockey Club. Un Genève Servette Hockey Club qui a perdu son premier match à domicile. Il restait sur 8 victoires en 2023-2024
sur les 8 premiers matchs, 10 au total, si on prend les 2 derniers de la finale. Les Aigles ont été battus au Vernet, c'est le leader Fribourg qui a eu raison des Grenats. Après les tirs au but, Jean-Philippe, tu y étais, donc je me tourne vers toi. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette défaite genevoise ? Ils ont été battus par l'opportunisme de Fribourg et par Reto Berra. C'est assez simple parce que dans le jeu à 5 contre 5, Genève était vraiment très très bien. La majorité du temps meilleur que Fribourg, surtout au premier tiers. Puis dans le deuxième tiers, il y a eu des erreurs individuelles qui ont été parfaitement exploitées par Sørensen, par Walzer notamment. Et puis ensuite, il y avait déjà 3 buts de retard. Bernie a marqué pour le 3-1 juste avant la deuxième sirène. Et ensuite, dans le troisième tiers, ça a été Morgarten autour de Reto Berra qui a retardé l'échéance. Doublé de Maninen qui est en train de monter en puissance avec sa ligne, avec Joris d'un côté, une caution défensive très intéressante. Et puis Artikainen de l'autre côté, qu'on connaît, qui est plutôt attiré par le fond de la zone adverse. Et puis le but. Pour moi, je me fais aucun souci pour Genève. Ok, les séries s'arrêtent une fois, ça s'arrête là. Mais ils seront tranquilles dans le top 6. Ils vont pouvoir continuer à travailler comme il faut. En discutant, en préparant cette émission avec Stéphane, Bernie semble encore avoir une marge de progression. Il fait une paire avec Lennström qui peut être... ils doivent rien à Zurich, je crois, avec leur paire défensive, avec Vatanen, avec Lennström, avec Bernie. Il y a vraiment du monde. Au niveau des gardiens, peut-être. On parlait des gardiens tout à l'heure. Robert Mayer a reçu sa troisième titularisation de suite. Est-ce à dire qu'il y a un début de hiérarchie, Stéphane, qui se met en place peut-être ? Alors que Desclous était bon. Moi, je suis très étonné de voir que Robert Mayer, oui, il a été bon en play-off, mais début de saison, c'était pas facile. Robert Mayer nous a fait des matchs pas loin d'être catastrophiques. On a retrouvé le Robert Mayer des mauvais jours. Ça s'est replacé un peu. Mais comme tu dis, à voir les décisions du coach, moi, j'ai trouvé que les performances de Gauthier Desclous étaient excellentes, mais malgré tout ça, il a préféré Mayer régulièrement. Donc, probablement, dans la tête du coach, c'est Robert Mayer, son numéro 1. Ça me surprend énormément parce que je pense qu'on est une équipe qu'on peut tourner, surtout que Desclous était très bon, mais on persiste avec Robert Mayer, peut-être pour le faire, le raplomber, comme on dit, de le remettre dans le droit chemin. Visiblement, il a été mieux un peu sur les derniers matchs, mais moi, je suis très étonné de ça parce que je trouve que depuis le début de l'année, Desclous a été meilleur que Mayer. J'ai peut-être une explication, mais qui a plus à voir sur le jeu de Cannes de Mayer par rapport à celui de Desclous. Celui de Desclous n'est pas mauvais, mais celui de Mayer est excellent. Et quand il y a de la pression adverse, je crois que Genève aime beaucoup s'appuyer sur cette qualité-là de Robert Mayer qui peut battre le premier forechecker avec une passe. C'est-à-dire que ces deux défenseurs sont sur le côté. Il a même la capacité de relancer rapidement si le puck arrive vers lui. Et ça, je veux dire, ça peut créer un surnombre à la suite. Ça veut dire que tu as le forechecker qui vient vers toi, tu as forcément un de libre, et lui, il a cette capacité-là de jouer avec la canne et d'être le premier relanceur, ce que Gauthier Desclous a peut-être moins. Alors évidemment, il y a un risque là-dedans. Une fois ou l'autre, il nous fait je fais le signe guillemets, là, ouais. les guillemets, faire une Maillère, quoi. Il se rate. Ouais. Et puis, ça, des fois c'est but, des fois c'est pas but. Mais je pense que on a choisi de prendre le risque d'avoir un relanceur supplémentaire. Si je fais le parallèle au foot, au Bayern, il y avait Manuel Neuer qui a été un des tout premiers à jouer comme un très avancé de son but. Alors voilà, on va s'arrêter là sur les parallèles de foot parce que sinon il y a certains qui vont avoir des boutons. Là. Oh, tu vas me perdre totalement. J'ai déconnecté à football, Stéphane, moi. Pour revenir sur le jeu de canne de Robert Mayer, pour avoir discuté de nombreuses fois avec Sébastien Beaulieu, vraiment, quand il y a une relance à faire, il le considère comme le troisième défenseur. C'est vraiment lui de prendre le puck, d'aller jouer le puck, parce que depuis qu'il est tout petit, il s'entraîne énormément avec la canne, parce qu'en fait, une histoire personnelle, quand il apprenait le kackwar, il arrivait assez tôt à la patinoire et donc il s'occupait comme il pouvait, balle de tennis sur la canne et puis il jouait beaucoup comme ça, il travaillait ses mains en fait quand il était tout petit, donc forcément il a un avantage peut-être par rapport à un Gauthier Desclous là-dessus puisque les gardiens les gardiens ont pas, quand ils sont jeunes, un entraînement sur le maniement de puck.
Et Stéphane, là-dessus, tu vas pas me contredire. Les gardiens, c'est un peu débrouillez-vous maintenant au moins, mais de l'âge de Robert Mayer, c'est un Ouais, petit peu. c'est un don. Hein. Tu as ou tu n'as pas. Vous regardez Kevin Pache, ça, il l'a aussi. Il aime ça sortir. Puis lui, c'est une patte gauche en plus. Mais il place le puck pour ses défenseurs. Il est entreprenant. Vous voyez, la sortie qu'il a fait vendredi contre Cloton, il n'a pas hésité. Il y a des gars comme ça qui ont cet instinct-là, cette envie de sortir. Il était tout petit, Kevin Pache, quand je le coachais en Mosquito. Il sortait déjà de sa cage. Il me faisait peur. Hein. J'ai failli faire 2-3 arrêts cardiaques, mais à part ça. mais c'est ça. Ça, c'est un truc que tu as. Trouver le bon moment pour sortir, parce que c'est un timing aussi, sortir de la cage. Il y a des moments que tu dois aller, des moments que tu ne peux pas aller. Et voilà. Donc, ça, c'est des qualités c'est une qualité que Robert Meyer a et qui ne s'invente pas, que Gauthier Desclous n'aura jamais. C'est comme ça. Ça, clairement, à ce niveau-là, il y a une différence. Mais quand je regarde le pourcentage d'arrêt de Meyer, je comprends ce que tu disais, Jean-Philippe, mais à un moment donné, quand tu es à 80, quand même nettement en bas de 80, en bas de 90%, mais nettement en bas de 90% sur plusieurs matchs de suite, tu te dis, wow, à un moment donné, si tu en coûtes plus, qui t'en amène en relançant, je ne sais pas. Bon, écoute, c'est des décisions internes qu'il faut respecter parce qu'ils ont plus d'éléments que nous en main pour prendre ces décisions. Stéphane, est-ce que on parlait contrat tout à l'heure avec notamment Van Pottelberg, est-ce que le fait qu'il soit en fin de contrat et qu'on lui donne des matchs, c'est aussi une occasion de lui montrer qu'on fait confiance pour essayer de faire un petit peu baisser le prix qu'il demande pour une prolongation? À lui montrer qu'on l'aime, on t'aime, regarde, chez nous, tu vas jouer. Même si tu n'es pas bon, tu joues chez nous. Tu te rends compte? Alors, il faut rester pas cher. Non, mais évidemment, donc, si t'es pas bon, guillemets. Même si t'es moins performant, je ne pas bon, c'est le mot trop fort. Même si t'es moins performant actuellement, on t'aime, on veut te re-signer. Regarde, on va persister avec toi dans la cage parce qu'on sait que tu peux nous donner ce que tu nous as donné en playoff l'année passée. Peut-être, oui. Peut-être, ça peut être un facteur, effectivement, important dans une négociation. Donc, alors ça nécessite une excellente communication entre le coach et le GM. Il faut que le coach soit au courant de la négociation. Il faut que le GM le mette au courant de dire, mais là, tu ne pourrais pas, par exemple, y en donner un peu plus actuellement parce que mon joueur, il a 3 offres et puis voilà, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, mais comme je vous disais, il faut qu'il y ait de la communication parce que des fois, les coachs ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe au deuxième étage. Des fois, ça ne les intéresse pas parce qu'ils ne veulent pas être influencés justement par ce genre de trucs. Donc, le prix marqué sur le contrat à la fin, là, le premier chiffre avant les 5-0, là, des fois, les entraîneurs, ils ne peuvent pas le savoir parce qu'ils ne veulent pas être influencés par ça. Logique. Avant de fermer la parenthèse Genève Servette, on profite juste pour signaler la sortie du livre Champion, retour sur le récit de la saison historique du Genève Servette. On remercie Sébastien Tell et Nico Puchat qui nous ont envoyé un exemplaire. C'est un livre avec du texte mais aussi beaucoup de photos. Il est disponible si vous êtes fan du Genève Servette sur la boutique du club dans différents points de vente. Et voilà, on le mettra avec le livre de Haché à joie quelque part dans le décor, histoire de rajouter. Voilà pour la petite page de pub. Merci encore une fois à Seb et à Nico d'avoir pensé à nous l'offrir. Il sera joli avec le reste. Et on termine cette émission avec Fribourg-Gotteron. On est dans le timing. On est dans le timing, les gars, on est bon. Hein? Eh ouais, Stéphane, on est bon. Le week-end passé, les Dragons ont passé un très bon test avec ces matchs contre Genève et contre Zurich. Certes, il n'y a que 2 points sur les 6, mais les Dragons, Jean-Philippe, ont répondu présent face à 2 favoris au titre. Absolument. Absolument, je crois qu'au niveau du jeu, il y a peut-être eu le premier tiers à Genève où c'était vraiment compliqué pour eux, mais Genève est sorti très fort. Et sinon face à Zurich, ma foi, c'est un résultat logique. On ne s'attendait pas à un 7-8, hein, comme un 8-7 ou comme Doug Boulanger l'avait annoncé. C'est vrai qu'on aime bien ça comme pour le spectacle, mais on savait que ces 2 équipes-là, défensivement, étaient vraiment très, très, très au point. Au premier match, il y avait eu 2 buts dans les 3 premières minutes. Et puis, ça, c'est peut-être le problème. Fribourg a pris le premier but lorsqu'ils ont joué à Zurich. C'est Freuden qui avait marqué une très jolie déviation, mais après 22 secondes. Puis là, c'est Willy Ridi qui, après 17 secondes, arrive à trouver un trou de souris là, sur le côté de Berra. C'est un peu dommage de s'handicaper comme ça dès le début de la partie. Ensuite, c'est toujours difficile de faire, de courir après le score, surtout contre une équipe. Zurich, difficile d'y voir des faiblesses. Pour l'instant, en tout cas. C'est pas une surprise pour nous, mais une profondeur incroyable. On parlait de Bachhoffner qui est même pas surnuméraire, hein, même pas en tribune, quoi, qui est directement au Getseka. Les étrangers sont au-dessus du lot. On a vu que là, c'est l'Amico qui n'était pas là
Alors, on va pas parler plus de Zurich que de Fribourg, mais l'Amico était malade, annoncé malade, et puis c'est Grande qui a pris le relais avec Freden et Andrighetto, puis on a quoi? Un but, un assist, c'est lui qui dévie sur le tir de Malguin. Compliqué de faire mieux, mais je crois que Christian Dubé dans les médias s'est dit satisfait aussi de la performance de ses joueurs. Et que finalement, ben voilà, c'est une question budgétaire qui fait la différence. Quand on a des budgets supplémentaires, ben on a un peu plus de profondeur, un peu plus de talent, et ça fait la différence sur ce match-là. Je vois Stéphane qui est en train de tiquer sur le mot budgétaire. Non, pas du tout. J'écoute religieusement ce que Christian Dubé a dit. Je le crois, Christian, je le crois toujours. Donc, moi, la question budgétaire à Fribourg, je l'entends, mais j'en ai marre de l'entendre. J'en ai marre d'entendre ça. Il faut arrêter de me dire que Fribourg, c'est un petit club et puis qu'il y a des moyens limités puis de budget. Peut-être qu'on répond à Christian Dubé, on ne veut pas dépasser ci, ça, mais à un moment donné, là, les gars, la patinoire est pleine tous les soirs. Le vin coule à flot, la fondue est tournée dans tous les sens. Il faut arrêter. Là. C'est un club qui est plus dans les petits de cette ligue-là, qui peut régater sur bien des trucs. Alors, est-ce qu'on n'a pas la volonté de se donner de la profondeur, d'investir dans la profondeur? C'est une chose. Qu'on n'ait pas les moyens. Moi, je n'achète plus là, cet argument. C'est trop facile. Justifier l'inaction par le budget à Fribourg, je n'achète plus. Je suis désolé. Là. Genève, il faut arrêter en Suisse romande. Là. Il commence à avoir de l'argent en Suisse romande. On a eu ce problème-là pendant des années. Je ne crois plus du tout cet argument parce que à Zurich, tout le monde ne gagne pas non plus des millions. Après ça, on peut dire que dans le nombre de joueurs, effectivement, Zurich a plus de profondeur, mais il y a aussi ce Getsek Alliance derrière aussi, qui est un luxe. Mais je n'achète pas ça. Mais bref, pour revenir à Fribourg, écoute, moi, je pense que tout est ouvert à Fribourg. C'est une super saison. Il y a une chimie entre les joueurs. On sent qu'on a trouvé dès le départ les bonnes lignes. On a trouvé dès le départ. Borgman remplace évidemment très avantageusement Vainio. L'interrogation qu'on avait de Berra est extraordinaire. Devant Walmart remplace avantageusement David Desharnais. Donc là, honnêtement, Marchand tout à coup revit. Sorensen a trouvé ses marques de la route. Tout est ouvert, honnêtement. Moi, je trouve que cette équipe-là dégage une sérénité incroyable. L'exécution est au rendez-vous, bien organisée. L'apport de Patémon, on ne peut pas faire autrement qu'être positif. L'apport de Patémon, probablement, c'est difficile à juger de l'extérieur, a probablement apporté un petit plus, une nouvelle voie au niveau des joueurs. Donc, tout est ouvert du côté de Fribourg. Et cette équipe-là navigue allègrement vers le top 6. Facile. Et là où les gens les attendent, encore une fois, et les Fribourgeois qu'on croise, parce que je vis dans le canton de Fribourg, tout le monde me parle de Gauthieron à tous les coins de rue en me disant « Ah, mais là, en play-off, ça va nous pas aller. » Donc, les gens se prévoient le pire, expect the worst and get ready for the best. Attends-toi au pire, puis si ça marche tout à coup, tu seras content. Les gens ne veulent pas être déçus. Et ça aussi, à un moment donné, il faudra qu'on passe à une autre étape, de se dire, ben là, peut-être que cette année, là, j'embarque sur un autre sujet, mais j'ai donné une entrevue à Pierre Chouvet. Il y a un article dans La Liberté, jeudi ou vendredi. Pierre Chouvet m'a appelé pour me demander mon opinion. Est-ce que ce Fribourg-là a le gabarit, est la trempe d'un futur champion suisse? Est-ce qu'il peut régater avec Zurich, Zug, Genève, des équipes qu'on voit éventuellement comme potentiel au titre? Moi, ma réponse est clairement oui, de ce que je vois. Oui, c'est tôt, mais on arrive gentiment au tiers de la saison. On est au tiers de la saison. Ça ne fléchit pas. Ce week-end, on trouve toujours le moyen de gagner, etc. Et je pense que cette équipe-là doit aller. Il y a une fenêtre. Il y a toujours des fenêtres pour gagner. Zurich, à chaque année, 2 années sur 3 peuvent être champions. Zug aussi avec les gros budgets. Genève maintenant. C'est des gros budgets alors. C'est le budget. Mais des gros budgets, mais des budgets incontestables. Mais justement, Fribourg fait partie de ces gros budgets maintenant pour moi. Et puis, doit quand même, mais ces gens-là, ces gros budgets, il faut l'investir judicieusement, puis on va aller chercher de la profondeur. Et puis, je trouve que cette équipe-là doit montrer de l'ambition. À un moment donné, il y a une fenêtre. Il y a quelque chose, tu sens que ce groupe-là a quelque chose de spécial cette année. C'est un groupe qui est quand même relativement âgé au niveau des joueurs suisses, notamment. Est-ce que ça va perdurer dans le temps? On ne le sait pas. Est-ce qu'on pourra renouveler? On ne le sait pas. Moi, je pense que la fenêtre est là. Il faut aller all-in cette année. Il faut faire un all-in. Il faut aller chercher la profondeur, casser la tirelire. Voilà. Donc, avec les revenus qu'on a, à un moment donné, un étranger de plus, un gardien supplémentaire. Et moi, je pense qu'il faut faire all-in. Et puis, avant que la fenêtre se referme, et puis, dans l'article, on demande l'opinion Hubert Weber et il dit
oh non, 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 notre objectif, c'est la top 6. Peut-être qu'on pourra changer notre objectif pour top 4. Et puis, non, il ne faut surtout pas mettre de la pression sur le groupe. Ce serait un mauvais signal envoyé que d'amener des renforts ou de la profondeur. Autrement dit, si on apporte plus de monde, ça va faire de la concurrence, ça va être malsain. Il faut jouer petit bras, il faut rester comme ça. Et puis, si on est champion, ben, ce sera tant mieux. Mais si on ne gagne pas, personne ne pourra nous le reprocher. C'est pas comme ça, les gars. Pour moi, ce n'est pas une mentalité de champion. Tu as une bonne équipe. Tu réponds, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour améliorer l'équipe, pour arriver, puis pour aller le plus loin possible en play-off. Top 4. Là, le Bébert est en train de nous dire que s'il rend en demi-finale puis il perd en demi-finale, tout est beau. Non, ça me rappelle ton discours à un ancien défenseur qui a commencé sa carrière pro à Fribourg, qui disait toujours moi je fais pas un championnat pour la médaille d'argent. Ouais, c'est clair. Est-ce que c'est pas non plus quelque part réaliste de se dire de sortir en demi parce qu'en finale ce sera Genève, Zurich ou Zug? Je veux dire, est-ce que c'est pas réaliste de dire aux gens, ok, on va dans cette direction-là, et puis soyez patients. L'équipe elle est construite peut-être pour l'année prochaine, pour aller chercher quelque chose de gros l'année prochaine. Les seules choses qui sont encore ouvertes pour l'année prochaine à Fribourg, c'est le poste de gardien, Bérard Rueger, faut voir ce qu'on fait avec. C'est Gunderson, c'est Bikov, Sprunger et Mauro Jörg. Sprunger, semble-t-il, veut continuer. Diaz n'est pas là, mais Diaz vieillit, Sprunger vieillit. Mais tout le monde vieillit, même nous, Steph, même nous, sauf que nous, on n'est pas sur les patins. Toi, tu crois pas? Tu penses pas que l'année prochaine, avec les étrangers qui auront une année de plus ensemble, la fenêtre, elle sera fermée pour toi l'année prochaine? Pour Fribourg? Peut-être pas fermée, mais elle est là maintenant. La chimie, elle est là. Béra, le dos, là, Béra, il est vieilli aussi, etc. On a l'impression que cette année, moi, j'ai le sentiment qu'il y a... Comme il y a 2 ans, il y a quelque chose de spécial qui se passe. Tu sens ça, il y a quelque chose de spécial qui se dégage de cette équipe-là. L'histoire, elle est belle. À un moment donné, il faut que tu essayes. Et de dire, oh non, 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 il ne faut surtout pas, au cas qu'on serait déçu. Mais de toute façon, même s'ils disent qu'ils vont... Si les gens ils seront déçus à un moment donné s'ils ne gagnent pas le titre, ils vont dire encore, même s'ils se perdent en finale, les gens diront, encore. Mais go, donne le signal aux joueurs que cette année, les boys... On a l'ambition, au moins ça. C'est pas un problème d'avoir l'ambition. Si tu perds, tu perds. C'est le hockey, quoi. C'est ça. Moi, je me dis go. Et puis, on me suppute que Bébert aurait été... c'est pas ce qu'il pense vraiment, mais qu'il aurait été briefé sur la situation en disant faut pas que tu en dises trop, fais attention, parce qu'on sait que Bébert en dise trop, ça ne me gêne pas, parce qu'il avait la fâcheuse habitude d'en dire beaucoup trop. Mais là, sur ce coup-là, je trouve que de dire « Oh non, non, il ne faut surtout pas mettre de la pression sur les joueurs, ça va les déranger. » Quoi? Je ne comprends pas. Moi, le discours qu'il faut tenir, c'est on sent que cette équipe-là est en pleine possession de ses moyens. On est content de ce qu'on voit jusqu'à maintenant. On prendra des décisions quand viendra le temps. Et puis, s'il faut aller chercher des renforts pour affronter la tempête en play-off, on va aller chercher des renforts. Steph, tu te souviens avec Genève? Genève, l'année passée, tout le monde disait allez pour le titre. Ils ont attendu presque après la pause de novembre pour que Noah Roach, je me souviens, une interview, dise ouais, ce qu'on veut, c'est le titre. Mais ça a mis du temps. On verra. Mais théoriquement, tout le monde veut le titre. C'est quoi la honte de dire hey, théoriquement, tout le monde va aller au titre, mais moi, c'est plus global. Là. Pourquoi mettre des objectifs top 6? Ça veut dire quoi, ça, top 6? Ça veut dire que tu finis top 6, tu pars au premier tour des playoffs, l'affaire, elle est belle? Saison réussie? Non, mais c'est quoi? Pour moi, ça ne fait pas de sens. Stéphane. Fribourg est vraiment bon cette année. Alors, je sais que tu vas m'interrompre, c'est 12 heures. Je sais. Mais c'est pas grave, je le pense pareil. Stéphane, on va pas régler la question. Oui, je vais t'interrompre, mais on va pas régler la question de est-ce que Fribourg doit annoncer clairement de viser le titre ou pas maintenant. Viser le titre. C'est... Go, All-in, go, vas-y. Les gens vont te soutenir, si les sponsors vont te soutenir, tout le monde est prêt à soutenir cette équipe-là. Ce qui se passe actuellement, là, c'est magique, je pense. Il faut surfer sur cette vague-là. Stéphane. Et le manque de profondeur est la seule chose qui pourrait les ralentir. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Stéphane, merci Jean-Philippe. Merci à tous. Merci le chat, vous avez été nombreux. On n'a pas répondu à tous les commentaires. Il y a du hockey demain mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. La National League et également de la NHL en français. Rendez-vous lundi prochain pour le prochain Overtime. On va retrouver Jean-Philippe notamment avec Alex et des invités pour la fin de cette semaine des équipes nationales. Excellente semaine à vous. Bye bye. Ciao. Ciao.
tous les matchs de National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.